Patrick Martin-Genier, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes spécialiste des questions européennes. Alors, victoire écrasante pour le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui va donc enchaîner un troisième mandat. Patrick Martin-Genier, qu'est-ce qui explique cette popularité? Il a encore gagné 4 points par rapport aux dernières élections de 2014. Il a gagné 4 points et un peu de façon inattendue parce que les instituts de sondage, les commentateurs disaient qu'il n'aurait pas éventuellement sa majorité des 2/3. Il l'aura largement sous réserve du vote des Hongrois de l'étranger. Mais les urnes ne sont pas bourrées, ce sont des vraies élections libres. Je crois qu'il y a eu des observateurs. Ce sont des élections libres, c'est un pays démocratique. Très bien. Et donc, sur ce point, il n'y a pas de doute, sans quoi nous ne serions pas dans un pays démocratique de l'Union européenne. Mais ceci dit, pourquoi une augmentation de popularité? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup axé sa campagne sur le thème de l'immigration et que le peuple hongrois a eu la sensation, à tort ou à raison, plutôt à tort, je crois, d'être submergé par une vague migratoire. Et donc, le Premier ministre s'est présenté comme le seul sauveur et protecteur de la Hongrie. Et donc, c'est pour ça que, en effet, les électeurs lui ont fait confiance. Les autres partis étant soit pas très crédibles, soit... Attendez, il y a un parti d'extrême... Parce que lui a fait 48% au premier tour. Enfin, tout à fait. Et il y a un parti d'extrême droite en plus qui il fait 20%. Ça fait que la droite dure plus l'extrême droite fait 70%. Absolument, absolument. Ce qui fait que la gauche est complètement émiettée. Elle ne compte plus pour rien du tout. Les libéraux non plus. Et donc, effectivement, le parti d'extrême droite Jobbik fait 20%. Ce qui fait que l'extrême droite et la droite dure, parce que M. Orban, ce n'est pas la droite modérée, c'est quand même la droite dure, représente l'immense majorité de la population et des électeurs, plus de 60%, comme vous dites. Donc, c'est assez impressionnant parce qu'il s'est présenté comme étant le seul protecteur. Et je voudrais vous rappeler qu'à Bruxelles, on était presque content que M. Orban, finalement, constitue une sorte de paravent contre l'extrême droite, parce qu'on a eu peur que l'extrême droite passe devant M. Orban, ce qui n'est pas le cas. Mais vu les thèmes qui ont été développés lors de cette campagne, c'est quand même relativement inquiétant. Donc on le dit, ce sont des élections libres, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la presse, enfin les contre-pouvoirs sont assez affaiblis. Je crois que la télévision hongroise faisait des reportages sur la situation en Europe de l'Ouest, présentant les villes comme Londres, Paris ou Stockholm à feu et à sang. Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué M. Orban parce qu'il s'attaque à la presse et il est vrai qu'il y a pu y avoir des pressions sur la presse. Néanmoins, il y a eu des observateurs, la campagne a été ce qu'elle a été, et donc il n'y a pas eu de malversation, mais il est vrai qu'il y a des pressions qui sont mises sur la presse et M. Orban a dit un certain nombre de menaces, a adressé des menaces à un certain nombre d'opposants politiques, la presse et, vous savez aussi, l'universitaire et milliardaire George Soros qui est en indélicatesse avec M. Orban. Voilà. Alors, c'est un admirateur, dit-il, de Vladimir Poutine. C'est assez étonnant de la part de la Hongrie, qui a quand même été maltraité par les chars soviétiques en 1956, ont fait des milliers de morts à Budapest. C'est vrai, d'autant que ça a disparu, ça effectivement, je crois que M. Orban veut se survivre politiquement et donc se souvenir de 1956 et du fait qu'on s'est affranchi de l'occupation soviétique et le fait qu'on veut s'affranchir de l'ex-Union soviétique, tout ça, ça appartient à l'histoire, comme le gaullisme en France, d'une certaine façon, peut appartenir à l'histoire. Et donc aujourd'hui, il faut voir l'avenir et la rhétorique la plus porteuse sur le plan électoral, c'est bien le thème de l'immigration, avec, on l'a vu, de la xénophobie, du racisme, voire de l'antisémitisme, notamment à l'égard de M. Soros, qui est d'origine hongroise également. C'est une spécificité hongroise ou ce sont des thèmes qui sont porteurs dans les autres pays d'Europe centrale ? Alors malheureusement, ce sont des termes qui sont porteurs, on va dire le thème du nationalisme, du populisme. Qu'est-ce que c'est que le populisme? C'est le fait non pas que des électeurs votent pour ces partis, parce qu'après tout les électeurs ont le droit de voter pour ces gens-là, mais c'est la capacité de certains politiques à instrumentaliser les peuples contre l'Europe. Et ça marche aujourd'hui. Oui, mais attendez, ça marche en Europe de l'Ouest. L'AfD en Allemagne. Marine Le Pen, d'ailleurs, a félicité Viktor Orban et elle a dit « Les nationaux peuvent être majoritaires en Europe aux prochaines européennes de 2019. » C'est le risque, parce qu'on le voit en Hongrie, on le voit dans les pays du groupe de Visegrad, notamment la Pologne. Alors Visegrad, c'est quoi? Eh bien, Visegrad, c'est la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie, n'est-ce pas? Donc, qui épousent en quelque sorte ces thèmes, mais pas uniquement dans ces pays-là, qui s'opposent en quelque sorte aux pays de l'Ouest. Mais on trouve également cette rhétorique, on l'a bien vu en Allemagne récemment avec les élections, et le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Seehofer, lui reprend un peu cette thématique de l'immigration. Il veut créer des centres fermés. Et on l'a vu récemment encore lors des élections législatives en Italie avec M. Salvini de la Ligue, qui est désormais majoritaire au sein de la coalition de droite. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, on n'a pas deux Europes, l'Europe de l'Ouest et une Europe de l'Est qui serait un peu plus nationaliste.
on a une Europe nationaliste qui s'affirme et qui gagne les élections, notamment à l'Est. Absolument, ce sont des thèmes porteurs, notamment contre l'Europe. Dès lors que vous instrumentalisez les électeurs contre l'Europe, semble-t-il, ça marche. Pourquoi? Parce que probablement, il y a des choses qui ne sont pas assez développées, notamment la démocratie interne en Europe. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer précisément cette démocratie? Et on l'a bien vu à l'occasion du Brexit, puisque les électeurs ont voté contre. C'était également un sentiment de défiance vis-à-vis de l'Union européenne. Qu'est-ce qui a cristallisé ce rejet contre l'Europe? On a l'impression quand même que c'est l'accueil des migrants d'Angela Merkel, Willkommen. Ah oui, Willkommen, on peut le faire, effectivement. C'est manifestement ce thème de la peur du migrant qui a fait que, alors même que dans certains pays comme en Autriche, regarde, on n'a pas cité l'Autriche, mais l'Autriche est un pays prospère, l'Allemagne est un pays prospère, la Hongrie n'est pas submergée. La Hongrie est un pays prospère, elle n'est pas submergée par les migrants. Et effectivement, c'est cette notion de peur qui l'emporte et qui fait qu'on vote contre l'Union européenne et on écoute ces partis à consonance populiste et nationaliste. Et Viktor Orban n'a pas aussi critiqué l'Europe, alors je vais le citer, qui veut diluer l'Europe, enfin Bruxelles qui veut diluer l'Europe, se débarrasser de notre culture, de notre mode de vie. C'était aussi un peu le ressort du Brexit, ça. Il y a un rejet de cette Europe de Bruxelles. Il y a un rejet parce qu'on a la sensation que les histoires nationales vont être submergées par l'Europe et qu'on va perdre une identité. Vous savez qu'il y a un réflexe aujourd'hui identitaire, on le voit bien dans les régions. Et donc on a peur, les électeurs ont peur, et notamment ces partis politiques, de perdre leur propre identité au sein d'un ensemble plus vaste dans lequel l'Europe serait amenée à tout régenter. Mais alors attendez, Emmanuel Macron, et j'allais dire... est très très mal barré, enfin est mal parti pour relancer l'Europe. Là, c'était son agenda, c'était l'œuvre de son quinquennat. Voilà, c'est son œuvre, c'est son agenda. Je crois qu'il continue à vouloir refonder l'Europe, mais on voit aujourd'hui qu'il y a plus de difficultés. Il faut effectivement aller peut-être plus loin en matière d'Europe sociale. Il faut aller plus loin sur la notion d'Europe qui défend. C'était bien son créneau électoral, et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est plus difficile parce que il y a énormément de sentiments anti-européens. Et c'est l'objet de la grande marche de l'Europe qu'a voulu faire La République En Marche et qui a débuté ce week-end. Mais cette peur des migrants qui amène les Européens à voter contre l'Europe, vous croyez que c'est aussi à l'origine de ce qu'on considère être comme un revirement, c'est-à-dire que Emmanuel Macron pendant la campagne était très ouvert aux migrants, et là on le critique avec sa loi Asile et Immigration d'être très fermé, très dur sur les conditions d'accueil des migrants. Ça peut jouer, ça? Il répond à la volonté des peuples? Oui, il l'a dit lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'était. À chaque fois, il y a des élections législatives partielles ou totales. On s'aperçoit que ce sont les partis qui exploitent la peur des peuples, qui l'emportent. On l'a bien vu avec Cinque Stelle ou la Ligue en Italie. Et par conséquent, il faut répondre. Mais il faut répondre en respectant les valeurs de l'Union européenne. Et c'est ça la grande difficulté aujourd'hui. On ne peut pas continuer l'Europe si on ne respecte pas ces valeurs qui sont dans l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Donc, naturellement qu'il faut une politique commune de l'asile, il faut une politique commune de l'immigration, il faut mieux protéger les frontières, c'est l'objet effectivement des gardes-frontières européens, mais en même temps, il ne faut pas faire systématiquement campagne contre les valeurs de l'Union européenne. Ce qui est terrible, c'est en vous écoutant, on se dit que l'Europe a peu d'avenir, en même temps on se dit, mais alors c'est quoi l'avenir? C'est la France seule l'Italie seule face à la Chine et aux États-Unis, à ces grands blocs, ou à l'Inde de demain qui fera 1,5 milliard d'habitants? Vous savez, pour voir le sentiment de ce que représente l'Europe, il faut parfois aller à l'étranger. Quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez au Japon, que vous allez dans ces grandes puissances précisément, on ne parle pas de la France, on ne parle pas de l'Italie, on parle de l'Europe. Et là, on se sent européen. Et là, on se sent européen parce qu'on sent que seule l'Union européenne est capable de se défendre et d'apporter quelque chose dans les affaires internationales ou dans le commerce mondial, en effet. Donc c'est en ce sens que l'Europe a un avenir. Je cite ce titre à dessein parce que c'est le nom de votre livre, L'Europe a-t-elle un avenir, chez Studirama Bréal. Merci beaucoup, Patrick Martin-Jeunier, d'avoir toutefois terminé sur cette petite note d'espoir, de se retrouver ensemble. Spécialiste des questions européennes, donc. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Emmanuel Macron joue la carte de l'autorité. Évacuation ce matin du site Notre-Dame-des-Landes. De même, l'exécutif a décidé de tenir bon malgré la grève à la SNCF qui entre dans son 4e jour. Emmanuel Macron qui s'exprimera jeudi à la télévision, puis à la radio. C'est dans l'air est intitulé ce soir « La tension monte, Macron s'expose ».